Quelle est la place du communicant dans la crise institutionnelle que nous vivons actuellement ? Voici une excellente question que j'ai posée à 3 mousquetaires de la com publique et de la com tout court, à savoir Franck Confinot, Fred Fougerat et Marc Thébault. Vous l'aurez compris, dans ce 10e épisode hors série du décodeur de la communication, nous parlons communication publique, communication politique et bien évidemment communication tout court. Vous allez vite le comprendre, être un communicant ou une communicante publique rime avec avoir du courage. Je n'en dis pas plus, mais sachez que j'ai pris énormément de plaisir à enregistrer cet épisode avec Franck, Fred et Marc. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, agence créatrice de contenu pour les marques. J'espère que vous apprécierez tout autant que moi cet épisode, et d'ici là, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Très bonne écoute. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Chères auditrices, chers auditeurs, aujourd'hui un hors-série du décodeur de la communication avec 3 mousquetaires de la communication publique, des hommes absolument formidables. Je vous le promets, la prochaine fois il y aura aussi des dames parce que nous ne sommes pas là pour faire du sexisme, mais j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir monsieur Franck Confinot, consultant en numérique dans la communication publique, l'homme de l'Observatoire Social Média des Territoires. Salut Franck. Salut Laurent. Par ordre alphabétique toujours, monsieur Fred Fougerat, l'homme de Tenkan Paris et des cogiteurs, les cogiteurs. Salut Fred. Bonjour Laurent. Et enfin, par ordre alphabétique toujours, monsieur Marc Thébault, l'homme de Marc Thébault Conseil, le Cid normand comme j'aime à l'appeler, le roi du marketer, du marketing territorial. Salut Marc. Bonjour. Alors messieurs, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui a d'ailleurs été lancé lorsque j'ai eu le plaisir d'accueillir dans le décodeur de la com monsieur Franck Confinot. En l'occurrence, la crise institutionnelle. Alors nous vivons une crise instite au niveau national, nous vivons une crise institutionnelle au niveau local, bref, c'est l'enfer. La France est un pays qui est bien énervé pour de multiples raisons qu'on ne va pas rappeler vis-à-vis de l'actualité. Et je vous pose d'emblée une première question. Dans cette crise institutionnelle que nous vivons actuellement, est-ce que les communicants ont un rôle à jouer ? Et si oui, lequel ? Allez, on commence par Franck. On tourne dans, non pas l'ordre des aiguilles d'une montre, mais par ordre alphabétique. Franck, je suis tout oui, nous sommes tout oui. Écoute, merci Laurent. On en a parlé en effet dans mon précédent podcast, mais je voudrais dire que c'est pas nouveau. Le contexte et de la crise institutionnelle et de la crédibilité de la parole politique, hein. C'est quelque chose dont on parle dans le milieu depuis des dizaines d'années, qui date pas de ce gouvernement, mais qui s'est certainement aggravé effectivement ces derniers temps. Je vais pas le faire longtemps, mais je voudrais juste lire 2 lignes qui étaient l'introduction, en fait, à un préambule de l'ouvrage que j'avais écrit avec Benjamin Tedjen en 2017. Donc effectivement, ça date pas d'hier. Et qui disait « Dans un contexte de crise de confiance à l'égard des institutions démocratiques et de perte de crédit de la parole publique, c'est la légitimité, l'adhésion et donc l'efficacité des décisions prises par les pouvoirs publics qui sont en jeu. Face à ce constat, la communication publique n'a jamais eu besoin autant qu'aujourd'hui de transparence, d'authenticité et de participation citoyenne. » Je vais laisser rebondir mes acolytes, hein, mais effectivement, je voudrais pas qu'on pense que ce soit contextuel là maintenant. C'est un sujet majeur qui intéresse les communicants publics et qui les questionnent, bien évidemment, dans un contexte où le national, effectivement, donne de la perte de crédibilité à quelque chose qui est, et je terminerai avec ça, bien maintenu, avec un capital confiance quand même qui est vraiment existant sur le local. Et on a des études, hein, on pourra en reparler après, je vais pas monopoliser la parole, mais plus on est en échelon proche du citoyen, et bien plus, effectivement, celui-ci trouve que l'information est utile, trouve que la proximité est là. Donc la commune en premier lieu, l'interco en deuxième, le département, la région est très loin derrière effectivement l'État et les institutions nationales. Bah écoute, merci à toi Franck pour cette précision en effet qui est hautement salvatrice. On en avait parlé d'ailleurs avec Marc dans son épisode, mais je passe la main à Fred. Qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Quel est le rôle du communicant dans cette crise institutionnelle ? Donc comme le disait Franck, qui n'est absolument pas neuve, hein, ce n'est pas une histoire de gouvernement Macron, ni de 2023 ou des années à venir. Qu'est-ce que tu en penses ? Et surtout, quel est le rôle à jouer du communicant là-dedans ? Comment peut-il faire avancer les choses, si je puis dire ? Peut-être déjà faut-il bien définir de quoi nous parlons derrière le mot crise institutionnelle. Est-ce qu'on parle du désengagement, de l'abstentionnisme, de la perte de confiance dans l'autorité et donc aussi dans l'autorité publique? Je pense qu'on parle peut-être de tout ça, mais
peut-être est-il utile de le préciser, parce que sinon on peut aborder le sujet sous beaucoup d'angles. Après, comme le disait Franck, effectivement, ça n'a rien de nouveau. L'abstention a toujours été importante. On voit aussi des niveaux d'abstention qui sont en fait très variables. Il n'y a pas une chute de la participation aux élections depuis 50 ans. Il y a une forte participation à telle élection, souvent à des élections locales et à des élections où on connaît bien l'autorité publique pour laquelle on vote. Je pense par exemple au maire. Et puis il y a une abstention plus forte dès qu'on passe aux conseils généraux, maintenant aux conseils départementaux, où on identifie moins cette collectivité. Peut-être parfois moins au régional parce que le scrutin est plus politique, donc on vote pour une étiquette politique plus que pour une équipe. La dimension européenne, elle est quand même toujours très mal connue et très mal perçue par les Français. Donc il n'y a pas forcément un engagement fort pour cette élection. Et puis à l'inverse, l'élection présidentielle ou l'élection législative qui est extrêmement politisée pour la législative et extrêmement incarnée pour la présidentielle, fait que là, effectivement, il y a davantage de participation. C'est ce genre de questions qu'il faut se poser. Et l'engagement, c'est pas seulement celui qui est aussi politique, c'est aussi, par exemple, celui dans les syndicats. On aurait tout intérêt à être extrêmement représenté par des syndicats qui soient très forts. C'est pas du tout le cas. Les syndicats ne représentent pas grand-chose, si ce n'est parfois rien du tout. C'est très regrettable pour les relations sociales dans le monde économique, mais aussi et pour la représentation des salariés dans leur activité au quotidien. L'engagement associatif, les gens sont très très engagés quand il s'agit de donner son avis sur les réseaux sociaux en étant installé sur son canapé. On est beaucoup moins engagé quand il s'agit de se lever la nuit pour aller faire une maraude, pour aller aider des gens et pour mettre en action et en réalité notre bien-pensance. Il n'y a pas de critique dans ce que je dis, il y a juste un constat d'un décalage souvent entre le mode de pensée et le mode d'action. Donc la crise institutionnelle, elle est peut-être qu'elle englobe tout ça. Et effectivement, je pense que le communicant public peut jouer un rôle. Alors, il a certainement pas la solution entre les mains, mais en tout cas, il peut jouer un rôle en prenant compte de la réalité de la situation, en ne la négligeant pas, en ne la méprisant pas et en essayant de pouvoir y contribuer positivement, ne pas mettre de l'huile sur le feu et plutôt jouer un rôle positif d'information, de pédagogie, de proximité. C'est une donnée très forte de la communication publique. Voilà, le communicant public, il a un certain pouvoir. J'ai failli dire il a beaucoup de pouvoir. Il a peut-être pas tant de pouvoir que ça, en tout cas peut-être pas beaucoup, mais il a un vrai quand même pouvoir qu'il peut mettre au service de la collectivité. Alors justement Marc, toi qui es l'homme des collectivités territoriales, qui est toujours à Caen, qui a été à Saint-Étienne, et puis en région parisienne, qu'est-ce que tu penses de tout ça et de ce que viennent de dire Fred ainsi que Franck? Je souscris à ces deux propos et je vais dans le sens, dans un premier temps, de Franck sur la différence qu'on peut quand même faire de manière assez notoire entre le national et le local. Et à l'intérieur du local, faire aussi la différence entre des échelons départementaux et régionaux et l'échelon municipal, puisque dans l'ordre de décroissance, et si je crois que Franck faisait allusion à ça, le baromètre du Cevipof sur la confiance des Français dans la politique, le meilleur score de confiance, ça reste le maire. Évidemment, ensuite, ça descend un peu moins en interco, un peu moins en département, un peu moins en région et nettement moins au niveau national. Je reviendrai sur ta question sur le rôle du communicant public. Moi, je vois trois rôles. Il y a un rôle évidemment de représentation. Alors, je parle pas de porte-parole là, puisqu'il y a une tradition en France où les communicants ne sont pas des porte-parole. Hein. Même d'ailleurs au niveau national, il y a pas de. Ce sont des élus qui sont les porte-parole. Mais en tous les cas, voilà, il y a cette fonction de représentation de la parole publique. L'idée est évidemment, comme le disait Frédéric, de redonner de l'information, d'expliquer les choses, de faire de la pédagogie, mais principalement, à mon sens, de veiller à redonner le sens de l'action publique. Pourquoi les choses se font et rappeler que la gestion, en tous les cas locale, elle n'est pas due ni au hasard, ni en raison des caprices des élus locaux, mais il y a vraiment des projets et un programme qui se mettent en œuvre. Le deuxième rôle, la deuxième chose pour moi, c'est une notion de perception, dans le sens où ce qu'on peut attendre d'un communicant public, c'est d'être en lien avec son territoire et d'entendre, d'écouter et d'avoir un certain nombre d'outils à sa disposition pour entendre le ressenti du terrain et faire remonter autant que faire se peut
un certain nombre d'alertes. Et la troisième chose, le troisième rôle, c'est un peu la liaison avec tout ça, c'est un rôle de médiation. L'idée est de pouvoir être l'interface, si possible relativement neutre, parce que le communicant public n'a pas à être le représentant d'un lobbying de la société civile. Il n'est pas non plus exclusivement le représentant des élus, hein, il n'est pas dans un rôle de propagandiste, mais il est plutôt, à mon sens, dans un rôle de médiation, de faire en sorte que les deux parties, si on prend la partie élue et la partie société civile, puissent s'écouter, s'entendre et mettre en place un dialogue. Ok, merci beaucoup messieurs de vous être exprimés. Je faisais moi plutôt allusion, alors c'est vrai que je connais moins les territoires que vous, évidemment, parce que je le rappelle, Fred, tu as été DIRCOM dans une collectivité, Franck aussi, et Marc, tu connais ça évidemment, tu es l'homme du marketer, du marketing territorial. Moi j'ai plutôt en tête, évidemment, tout ce qui se passe au national, ce qui se passe à l'Assemblée, tout ce qui touche finalement à cette extrême violence dans les propos, dans les échanges. Les réseaux sociaux n'y aident pas. Ça se passe aussi dans la rue, confère l'actualité récente. C'est vrai que le communicant n'est pas nécessairement celui ou celle qui va pouvoir apaiser les choses. Le terrain est là, il est important. Plus on se rapproche du terrain, plus on a confiance. Plus on va se rapprocher de l'Élysée ou du National, moins on a confiance. Ça, je l'ai bien compris. Mais aujourd'hui, c'est une question qui est un peu complexe, je le dis par avance. Est-ce que les communicants ont vraiment la main sur des élus, locaux ou nationaux, qui seraient un peu, entre guillemets, grande gueule, qui seraient dans notre monde actuel où on a plutôt tendance à tabasser, et il n'y a pas d'autre terme pour moi. Est-ce que le communicant a quelque chose à faire là-dessus, ou au contraire, est-ce qu'il est pris pour celui qui va s'occuper des réseaux sociaux, le fameux mec des réseaux sociaux, la nana des RP, comme le dit si bien Fred. Fred, tu voulais prendre la parole à cet effet. Tu ramènes le sujet sur le niveau national, mais au niveau national, c'est comme au niveau local et ce qui a été dit précédemment, le communicant n'est pas ou est très rarement un porte-parole, mais en tout cas, ce n'est pas dans notre culture que le communicant soit un porte-parole. Au niveau national, ce qu'il est, par rapport à ce qu'il n'est pas dans les collectivités territoriales, c'est qu'il est souvent infusible. C'est-à-dire que quand le communicant fait parfaitement son travail, on ne l'évoque pas parce qu'on dit que l'élu est formidable, et quand l'élu fait une très bonne communication, ou l'homme ou la femme politique a une très bonne communication, alors évidemment, on nie le fait qu'il y a un communicant ou des communicants qui travaillent à ses côtés, et on dit que la personne est particulièrement performante et est une grande communicante. Donc, il y a cette petite nuance où le communicant sert de fusible. Maintenant, dans le spectacle médiatique qui est donné au niveau national, et c'est pas tant qu'il soit pire au niveau national, en tout cas je l'ignore, mais en tout cas il est davantage médiatisé. Il est certain que le communicant lui peut éventuellement accompagner son élu dans la bonne ou la mauvaise direction. Et la bonne ou la mauvaise direction, c'est encore une appréciation, c'est une question d'appréciation. Il n'y a pas de vérité. Est-ce que j'accompagne mon élu parce qu'il faut faire un maximum de bruit et il faut être le plus visible possible, peu importe le discours que l'on tient, ou est-ce qu'on est davantage dans le raisonnement, la réflexion, mais au risque de pas du tout être audible et visible et d'être ignoré par les médias? Le rôle du communicant, il doit être vraiment cohérent par rapport à la stratégie de communication du politique. En politique, par rapport au privé, si on peut dire, le stratège de la communication, c'est d'abord l'élu ou le responsable politique. Le communicant étant vraiment en collaboration sur cette stratégie. Je dis pas qu'il n'y participe pas, mais il est vraiment en collaboration. Alors que dans le privé, souvent, le communicant peut être le vrai et le seul stratège politique au service d'une stratégie et d'une vision de l'organisation, mais à la tête de l'organisation, on se mêle pas forcément de communication. La communication, la parole, la prise de parole faisant partie de l'exercice politique, il n'est pas dans mon propos anormal que l'élu ou que le responsable politique, lui, ait une vision et une volonté, une stratégie, et donc que le communicant soit un accompagnant. Ce qui est dommage, c'est quand il joue seulement le rôle de fusible. Effectivement, Fred l'a dit, il y a un rôle de fusible dans la communication publique, qu'elle soit locale ou nationale. Et pourtant, j'ai envie de dire que le communicant public n'est pas le communicant de l'élu, même il est le communicant de toute la collectivité. Il y a un directeur de cabinet qui, lui, est au plus près de l'élu et qui est certainement plus près de l'élu que ne l'est le directeur de la communication, qui a bien sûr effectivement un rôle politique. Mais si j'ose dire, le responsable politique, le cabinet, est dans l'annonce. Et le communicant public doit être, lui, dans les résultats. Et ce qui change peut-être
entre le national et le local, c'est que on a quand même plus d'exemples dans le local actuellement de décisions qui soient dites et ensuite appliquées. Je pense que la crise, et c'est peut-être ça que tu voulais dire Laurent, aujourd'hui dans le national, elle est aussi liée à des effets d'annonce sur des choses qui n'ont pas été faites. Et à l'heure du numérique, on a aussi le fact-checking, quand quelqu'un dit blanc et ensuite fait noir, et ne revient pas sur le fait qu'il a dit blanc une fois qu'il a fait noir, ça pose un vrai problème, à quel échelon que ce soit. Et je le vois quand même moins au niveau local qu'au niveau national. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, eh bien évidemment qu'il a des armes pour jouer. Ça a été dit par Marc, ça a été dit également par Fred. On a parlé de sens, de pédagogie, de concret. Et si j'ose dire, aussi d'une part de vérité à rétablir. Et c'est là où c'est difficile, effectivement, parce qu'on doit parfois reconnaître qu'on s'est trompé et ceux qui arrivent à le faire, et j'en ai vu sur le plan local, je pense gagnent une légitimité et une crédibilité que les autres qui sont dans la belle parole et le tout joli non plus et non pas. Marc, justement, toi qui connais bien le sujet local. Difficile de positionner le communicant là-dessus parce que évidemment tout est une question d'équilibre. On a évidemment, et ça j'imagine depuis la nuit des temps, la volonté de rendre visible la politique publique menée, parfois les élus, oui, parce que même si le communicant n'est pas le représentant des élus, et n'est le représentant que de l'institution, quand même, quelque part, il est aussi au service de l'équipe qui est en place. Donc voilà, il y a cette volonté de visibilité qui s'est évidemment totalement enflammée avec l'apparition des médias, avec évidemment les réseaux sociaux, et donc cette volonté d'occuper le terrain, de créer le buzz, de faire en sorte qu'on parle de soi, et j'allais dire d'occuper le terrain quasiment à tout prix. Et c'est là que certainement le bât blesse. Parallèlement à ça, il y a quand même une notion d'exemplarité. Il y a quand même une notion de cadre dans lequel s'exerce la politique et la communication, et que, quitte à être un peu ringard dans les mots que je vais employer, je pense que clairement, tous les moyens d'être visible et de faire le buzz ne sont pas à employer par les élus. Certes, il y a une question parfois de conviction, et parfois il faut hausser le ton pour faire entendre une conviction, et qu'un élu ait de la conviction, ça me paraît évidemment totalement légitime. Pour autant, il y a un cadre républicain qui fait que non, on peut pas tout se permettre, mais comme la communication publique sur d'autres échelles peut pas non plus se permettre d'employer toutes les ficelles utilisées parfois et pas forcément à sa gloire par le secteur marchand. Et quand une collectivité s'amuse à mélanger communication publique et du cul, du sexe, et quand il y a des vannes un peu lourdes, etc., enfin voilà, on sent immédiatement que tout ça est déplacé. Donc le rôle du communicant public dans tout ça, c'est évidemment de contribuer à aménager un espace dans lequel l'élu pourra faire entendre sa parole, tout en s'assurant que la forme de la parole respecte le cadre dans lequel elle se déploie. Fred, tu voulais rebondir sur ce que vient de dire Marc. Je voulais rebondir pour approuver et pour dire qu'effectivement, il y avait comme un honneur de travailler pour une institution et ce qui suppose donc de la respecter. Faut-il aussi que la personne qui soit à la tête de cette institution soit elle-même respectable. Quand, par exemple, un président de la République dit à un Français « casse-toi pauvre con », il attaque et l'institution et sa fonction, et il donne beaucoup de fil à retordre à ses communicants pour ensuite revenir à un apaisement et à une communication responsable et respectable. Alors, on est à cheval sur la communication politique et la communication publique, mais ça affecte gravement l'institution et les institutions de façon générale. Ça affecte l'ensemble du monde institutionnel quand plus un élu de niveau important abîme lui-même sa fonction. Oui, ce que vient de dire Frédéric me fait évidemment penser, parce que ça serait intéressant ou pas, je pense qu'on peut ouvrir aussi cette question éternelle. Est-ce qu'il y a de la bonne communication ou est-ce qu'il y a de bons produits? Dit autrement, je pense que on va dans le mur et tout le monde va dans le mur, y compris en klaxonnant, si on pense que la communication peut être magique et qu'un communicant peut, d'un claquement de doigts ou d'un coup de baguette magique, réparer n'importe quel écart de conduite ou de parole d'un élu. Évidemment, non. Évidemment, le communicant fera comme tout le monde, s'arrachera les cheveux, prendra un demi-litre de whisky et ira se coucher parce que il y a absolument plus rien à faire au bout d'un moment. Donc, quand je dis, et quand je reviens à la question initiale,
Est-ce que la question c'est la communication ou est-ce que c'est le produit? Il y a un moment où évidemment le communicant est là pour mettre en place un certain nombre de stratégies et de tactiques et d'outils et de supports pour porter le message. Encore faut-il que ce message existe et encore faut-il que ce message et que les gens qui incarnent ce message, les élus, restent aussi dans leur rôle et exercent sur leur rôle de manière impeccable. Franck, justement, tu veux rebondir là-dessus? Oui, parce que là encore, tout vient d'être dit et effectivement, je vois plutôt des communicants publics à tous les échelons essayer d'éteindre les incendies que parfois les élus déclenchent, que ce soit par des casse-toi pauvre con ou d'autres phrases ou d'autres frasques parfois. Et c'est en cela que je dis vraiment que le communicant public est au service de la collectivité dans son sens large. Mais je pense que pour qu'on en revienne vraiment à cette crise de confiance, aussi bien à l'égard des institutions que du politique, faut entendre ce que disent les gens. Et qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui, et ça date pas d'hier non plus, c'est d'abord l'impression de pas être entendu. Et là aussi, il va falloir que le communicant joue son rôle d'écoute et parfois même de synthèse de ce que disent les gens, le fasse remonter aux politiques, etc. Mais ce rôle d'écoute et puis même de mise en musique de la parole des gens et de l'accepter, il est quand même très très important et ça va se passer sur les espaces de l'institution. Je pense aux réseaux sociaux, mais pas que. Cette impression de ne pas être entendu, elle est quand même assez forte aujourd'hui dans le national. Je vous remets pas la symbolique des casseroles et de ce que ça peut vouloir dire, mais c'est aujourd'hui des populations ou des franges de la population qui s'estiment ne pas être entendues. On entend aussi souvent que la communication est hors sol, c'est-à-dire qu'on parle de grands mots, de grands discours, etc., et ça ne parle plus aux gens. Et là aussi, il va falloir revenir dans une sémantique, dans une manière d'écrire, à des choses qui soient comprises par tous et toutes, mais également qui soient dans un vocabulaire concret et pas dans des grandes phrases qui peuvent être utilisées dans les discours politiques parfois. Et je pense que si on arrive déjà à être bon là-dessus en tant que communicant, écouter, respecter la parole de l'autre, être concret, être dans la vérité, être dans le factuel, on aura déjà fait une grande partie du chemin. Fred, tu veux réagir justement par rapport à ce que vient de dire Franck? Je voulais juste, en approuvant ce que vient de dire Franck et en rappelant que les qualités d'écoute, d'observation, d'empathie, c'est des qualités essentielles pour le communicant, qu'il soit public ou non d'ailleurs. Donc cette attention portée aux autres et venir avec plutôt la volonté de comprendre la personne qui est en face plutôt que de venir avec ses certitudes, ça c'est des qualités indispensables aux communicants. La difficulté aujourd'hui, au-delà du cirque médiatique que j'évoquais tout à l'heure, c'est aussi des changements de comportement dans la population dont il faut tenir compte. Et c'est très compliqué. On est quand même dans une société, et c'est pas seulement lié à la France, où les gens sont de plus en plus égoïstes, de plus en plus individualistes, où les gens revendiquent leurs droits mais n'ont plus aucun devoir. Et ça participe à la complexité de cette communication parce que oui, il faut écouter, il faut réaliser, il faut connaître le terrain sur lequel on agit, comprendre les gens, mais il n'y a pas forcément une réponse adaptée non plus. Et il y a un exercice, je dirais pas d'équilibriste, parce que c'est pas du cirque, mais il y a un exercice délicat et compliqué et d'une très grande sensibilité qui n'est pas simple pour le communicant en public. Marc? Mais tout ce qui vient d'être dit, évidemment, me fait remonter des idées. Et je pense important de préciser dans le rôle du communicant que comprendre les gens, comprendre la population, entendre leurs arguments, ne veut pas dire être d'accord. Ça ne veut pas dire que d'un seul coup, le communicant va devenir le représentant de la population. En revanche, son rôle, c'est de faire remonter les paramètres qu'il a, lui, à sa disposition, grâce à ses outils d'écoute, de participation. C'est palpeur, si je peux me permettre ce mot. Et ensuite, évidemment, la décision ne lui appartient plus. En revanche, la décision ne peut être complète que si, à côté d'arguments techniques, que des ingénieurs, si on parle, là encore, si on en revient à un sujet local, un aménagement d'espace public, évidemment, il y a un certain nombre d'ingénieurs qui vont apporter leur point de vue technique. Il y a peut-être les gens des espaces verts qui vont apporter leur point de vue technique. Et puis, il y a les usagers de cet espace public. Et c'est certainement aux communicants, non pas de dire les gens ont raison parce qu'ils pensent que, mais de dire voilà ce que pensent les gens. Ensuite, évidemment, c'est à l'élu de faire la synthèse de tout ça et de trancher. Et à partir du moment où il aura tranché, le rôle du communicant sera évidemment
de faire connaître ces décisions et de faire en sorte que ces décisions soient entendues et comprises et valorisées. Franck? Et oui, juste un exemple là-dessus, parce que je suis entièrement d'accord avec l'idée que la société se polarise, se crispe, et qu'il y a effectivement cette forme de violence dont parlait Fred, y compris qui s'exprime à travers les propos. Mais je vais me faire l'avocat du diable. Est-ce que cette violence n'est pas aussi, en tout cas dans l'expression, le fruit de l'impression de jamais être entendu et d'être méprisé? Voilà, ça c'est un ressenti qui peut en tout cas être réel. Alors je dis pas qu'il faut être d'accord avec ça, mais c'est un constat. Et dans ce constat, effectivement, l'écoute, comme le disait Marc, et cette remontée que permet aujourd'hui le numérique, parce qu'on va se le dire aussi franchement, les réseaux sociaux, c'est la métaphore qu'on faisait encore au début, mais qui est encore valable maintenant. C'est aussi la possibilité de mettre un micro dans tous les PMU et d'écouter ce qui est dit, qu'on n'entendait pas forcément autrefois. Et une fois qu'on l'a écouté, est-ce qu'on le fait remonter au politique et est-ce que le politique est capable aussi de revenir sur une décision? Alors on a un exemple, je vous renverrai aux archives de l'Observatoire, on a même remis un prix là-dessus, c'était pendant la crise Covid, où suite à une crispation mais globale, c'est-à-dire que quand on prend une décision qu'on pense bien faire et que 90% des gens sont contre et l'expriment, eh bien l'élu, en l'occurrence, est revenu sur sa décision et l'a fait savoir. C'était dans une petite ville, la ville de Pulnoy pour pas la nommer, mais ça arrive pas souvent. Et cette mécanique-là, je la vois rarement à d'autres niveaux que au petit local. Alors justement là, vous venez d'appuyer sur un point qui me paraît absolument essentiel. Je n'ai jamais été un communicant public, c'est-à-dire du côté annonceur si je puis dire, parce que vous avez bien compris, moi je suis un homme du privé majoritairement, même si j'ai des clients publics à l'agence Maverick. Mais là vous êtes en train de me décrire un métier de communicant public, local ou national, qui est extrêmement complexe, c'est limite kafkaïen. À savoir que tu es entre le marteau et l'enclume. Le marteau, c'est peut-être l'élu, l'enclume, c'est peut-être le peuple. C'est quand même très, très compliqué de savoir dire des choses qui ne font pas nécessairement plaisir à un élu, de peut-être l'amener à changer soit de discours, soit essayer de faire machine arrière. Est-ce que vous avez déjà vécu ça, vous-même, puisque vous avez été tous les trois communicants dans des très très belles collectivités, et comment on fait dans ces cas-là, puisque finalement tout est comme de crise aujourd'hui, tout est crise de communication. Comment on fait? C'est absolument incroyable. Sincèrement, je suis très heureux d'être du côté privé majoritairement. Qui veut commencer pour s'exprimer là-dessus? Tiens Fred, toi qui connais très bien les deux mondes privé-public. Bah écoute, déjà, pour rebondir sur ce que disait Franck, moi j'étais communicant public à la fin des années 80 et durant toutes les années 90 et début 2000. Effectivement, j'avais pas les réseaux sociaux à ma disposition. Alors c'était à la fois une chance parce que la vie était un peu plus calme, mais effectivement, je n'avais pas non plus l'opportunité d'avoir ces remontées. C'est ce qui fait que j'allais régulièrement traîner dans les cafés pour entendre ce qui pouvait se dire ou aller parler avec les commerçants qui pouvaient être élus ou pas élus. J'étais dans des villes moyennes, donc il y avait quand même une proximité assez facile, mais ça permettait effectivement d'avoir des retours, des remontées qui ne correspondaient pas du tout au petit cercle exécutif qui était autour du maire, autour du directeur ou de la directrice générale des services. Donc ça, ces remontées-là étaient très importantes. Après, il faut savoir effectivement comment les transformer dans un choix de décision pour réorienter une décision. Et là, l'élu, qu'il soit local ou national d'ailleurs, il a une vraie difficulté, c'est qu'il s'est fait élire sur un programme. Alors on va partir du principe que l'élu il y a eu une forte participation et qu'il a été fortement élu, parce qu'après sinon on peut rentrer dans toutes les considérations de l'élection par défaut, ce qui ne retire pas d'ailleurs, ce qui ne retire aucune légitimité à l'élu. La seule légitimité, c'est celle du bulletin de vote, mais partons du principe que l'élu a vraiment été élu sur sa personne, sur son programme, sur son équipe. Néanmoins, après avoir été élu, il peut avoir des vagues d'humeur ou de contestation sur un programme sur lequel il a été élu. Et là, la difficulté, c'est le choix de je reviens en arrière sur ma proposition, mais je trahis ceux qui ont voté pour moi, ou en tout cas une grosse partie, ou alors je m'adapte pour être dans l'air du moment, parce que les situations changent aussi, les circonstances peuvent changer, mais alors je suis plus en phase avec mon programme. Je l'ai vécu personnellement dans la ville de Lagny-sur-Marne. Je peux citer l'histoire parce que c'est très ancien, où les commerçants reprochait au maire de ne pas travailler assez sur le développement économique local et notamment sur le fait de piétoniser
une rue centrale de la ville qui était vraiment une rue où le trafic était essentiel pour le commerce. Mais d'élection en élection, un coup les gens étaient pour, un jour les personnes étaient contre. Et le temps qu'on lance les projets, la vie de la population changeait, notamment celui des commerçants qui participaient beaucoup à l'opinion, parce que eux, c'était les parleurs, c'était eux les influenceurs. Et c'était très compliqué pour un élu qui avait la conviction de ce qu'il devait faire de bon pour le développement économique de sa ville et pour favoriser le commerce. Et puis l'opinion qui était très changeante en fonction des époques et en fonction du temps que ça prenait. C'était le développement de ce projet était très long. Et donc, il a été longtemps accusé de ne pas piétoniser cette artère centrale de la ville. Et il a fini par décider de le faire. Mais quand il a décidé de le faire, les commerçants devenaient compte parce qu'ils réalisaient principalement qu'ils n'allaient plus pouvoir garer leur propre voiture devant leur propre boutique, ce qui interdisait notamment à leurs clients de venir faire leurs courses chez eux. Bon, toute la contradiction, ça date des années 90. Donc c'est pour vous dire que les contradictions dans l'esprit des gens, ça n'a rien de quelque chose de récent. Donc c'est très compliqué. Et là, le rôle du communicant, c'est quand même effectivement d'arriver à faire beaucoup de pédagogie, à faire beaucoup d'explications et essayer d'avoir une communication qui soit un bon compromis entre l'intérêt général, l'intérêt particulier, le respect d'un programme politique sur lequel on a été élu et la tendance du moment qui peut aussi avoir évolué parce que entre le temps d'un programme et le temps d'une réalisation publique, les circonstances peuvent aussi changer et justifier qu'on s'adapte. Oui, il y a quelque chose qui m'a frappé il y a quelques années. On avait rencontré à l'occasion d'un Capcom, il y avait eu un débat animé par Serge Moati, si j'ai bonne mémoire, et si j'ai bonne mémoire, je crois que c'était à Dunkerque, avec Alastair Campbell, l'ancien directeur de la communication de Tony Blair. Alors, les deux ayant mal fini pour des raisons de guerre en Irak et d'armes de destruction massive plus ou moins fictives. Mais ce qui était intéressant dans ce que disait Alastair Campbell, c'est que la BBC avait consacré un documentaire sur lui, et le documentaire s'appelait « L'autre homme dans la salle ». Et je trouve que ce titre, et à l'époque j'avais un blog, j'avais repris ce titre en le modifiant en disant qu'un communicant public peut être ou doit être l'autre homme dans la ville, parce que pour moi ça symbolise bien cette position, évidemment. Alors tu parlais de marteau et d'enclume, je sais pas si ça va jusqu'à là, mais évidemment c'est une position un peu inconfortable du communicant qui doit être en même temps au plus près de l'élu, ou en tous les cas du milieu politique, pour les écouter, les entendre et porter le sens de l'action publique, et en même temps ne pas tomber ni dans le militantisme ni dans le fait de devenir courtisan. Sachant que c'est, à mon sens, le plus grand danger qui guette les élus locaux, c'est d'être entouré de courtisans qui, évidemment, sont très souvent eux-mêmes des représentants de leur propre lobbying et de leurs propres intérêts, et qui vont couper l'élu de la réalité du terrain. Donc le communicant public, il doit être à la fois à côté et en même temps à distance, au plus près de l'élu, et en même temps, j'allais dire, pour être un peu technique, en métaposition, pour avoir cette capacité d'être à la fois un acteur et à la fois un spectateur de ce qui se passe. Là encore, pour revenir à quelque chose dans le débat, sur cette question de l'avis de la population supérieur à l'avis des élus, j'en sais rien. Évidemment, je suis un grand défenseur de la participation et de l'écoute de la population. En même temps, j'ai en mémoire le fait que si Mitterrand avait fait un référendum à l'époque où il a voulu supprimer la peine de mort, le résultat du référendum aurait sans doute été négatif et il y aurait peut-être toujours la peine de mort en France. Donc c'est pour moi un peu la limite de l'exercice. Il y a évidemment à prendre en compte, mais en même temps, ce n'est pas, alors je vais dire une phrase de vieux réactionnaire, et j'en suis désolé, c'est pas exclusivement la rue qui doit gouverner. Franck, justement, tu allais t'exprimer à cet effet. Oui, je vais terminer parce que sur cette question, effectivement, du rôle du DIRCOM, parce que oui, c'est un rôle qui est difficile. J'ai l'impression que c'est plus difficile dans le public que dans le privé, qu'il y a plus de nuances. Tu as parlé de marteau et d'enclume, je l'ai vécu comme ça en tout cas. Tu as parlé, Fred a parlé, pardon, de rôle d'équilibriste, tout en disant qu'on n'est pas au cirque, mais je l'ai aussi vécu comme ça, et je pourrais bien dire un peu l'épreuve du feu. Chacun le vit comme il le veut, si j'ose dire, mais j'ai été tout sauf un courtisan quand même dans une cour du roi où il y en avait beaucoup qui allaient dans le sens de l'élu, et j'estimais que c'était pas mon rôle d'aller dans son sens, mais plutôt de lui faire remonter des choses qui n'étaient pas forcément faciles, ou de lui dire qu'il avait tort. Alors je prenais cher à chaque fois que j'osais le dire, mais en même temps je pense que j'ai été utile dans ce rôle puisque j'étais peut-être un des seuls à le dire.
Alors, sans revenir forcément sur mon cas, moi je vois, parce que j'ai eu une expérience de DIRCOM, et puis après j'ai travaillé pour des centaines de DIRCOM. Et je les vois bien tous les jours dans leurs fonctions, effectivement, dans des rôles assez subtils, d'avoir toujours un œil quand même Alors, on travaille bien sûr pour une équipe, pour un élu, mais on travaille aussi, et ça c'est important de le garder en tête, pour les habitants, pour les citoyens. Et c'est ce retour-là qui est presque, en tout cas, enfin moi j'ai trouvé qu'il était le plus utile et qui fait avancer dans cette fonction. Fred, justement, tu voulais t'exprimer à cet effet. Je voulais illustrer nos propos par un exemple qui me revient et qui m'a beaucoup marqué. À la fin des années 90, à l'époque, je travaillais pour le président de la région Centre. J'étais pas sans DIRCOM, j'étais un de ses conseillers. Et le président de la région Centre, comme le président de la région Picardie, avait été élu notamment, mais fortement sur la thématique de l'emploi, comment créer de l'emploi chacun dans sa région et comment participer au développement économique de sa région. Et tous les deux se sont retrouvés opposés sur l'attribution du 3e aéroport international de Paris. Alors, l'histoire fera que il va être, une fois les décisions prises par un gouvernement, un autre gouvernement les annulera. Et puis aujourd'hui, il n'y a plus de 3e aéroport international de Paris. Et la solution, quelques décennies après, n'a pas évolué. Et il se trouve que c'est la région Centre qui a obtenu l'accord pour, près de Chartres, installer le 3e aéroport international de Paris. Et il se trouve que très peu de temps après cette décision, intervient la dissolution Chirac. Et il se trouve que ces deux présidents de région étaient également députés. Eh bien, les deux ont été battus. Celui de la région Centre a été battu parce que en obtenant l'aéroport international, 3e aéroport international de Paris, finalement, il sacrifiait des terres agricoles et ça allait à l'encontre de l'aspiration écologique de la population qu'il avait élue pour créer de l'emploi et pour du développement économique. Et le président de la région Picardie a été battu parce qu'on lui a reproché de ne pas avoir été capable de ramener l'aéroport et donc les emplois et l'activité économique. Et ben, les deux DIRCOM avaient certainement les mêmes enjeux, les mêmes arguments, les mêmes motivations en phase 2 de la part de la population, mais en fonction des résultats, finalement, les deux ont perdu. Ça, je pense que je trouve que cet exemple illustre bien la complexité du boulot du communicant public. Alors là, je vais vous poser une question qui est un petit peu complexe. Je connais la réponse déjà de Marc, mais je te demanderai de répondre en premier lieu. Quand on est DIRCOM, en local ou en national, doit-on être militant ? Marc, justement, je te laisse t'exprimer à cet effet en premier. Oui, alors je risque de me paraphraser moi-même par rapport à ce que j'ai dit il y a quelques minutes. Moi, je pense que la limite de l'exercice d'un communicant public, c'est effectivement le militantisme. Parce que qui dit militantisme dit aveuglement. Et on perd, évidemment, la capacité à regarder la vie dans son entier telle qu'elle est, le terrain dans son entier tel qu'il est, pour n'être plus que le porte-parole d'une certaine vision du monde. Voilà, le communicant public, il est là pour réussir à décrypter les différentes représentations du monde dans lequel il évolue, et les faire se confronter et faire remonter. Je dis souvent que le premier rôle d'un communicant, c'est non pas de faire taire les crises, mais c'est surtout de les anticiper. Voilà, son rôle, c'est de prévoir, d'analyser par rapport à ces différentes représentations ce qui risque de se passer et de faire remonter les alertes nécessaires. S'il est militant, il y a un moment où il tombera dans le risque, quand le roi rit, la cour rit, quand le roi pleure, la cour pleure. Si le communicant devient un courtisan et n'est plus là que pour seulement acheter sa propre paix professionnelle et faire plaisir à l'élu, évidemment, là, il ne sert plus à rien. Franck, justement, qu'en penses-tu ? Je vais nuancer un peu, mais alors déjà, je précise que j'ai été l'inverse d'un militant. Je me suis même, je voulais pas poser DIRCOM, j'ai précisé que je n'étais pas un militant. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'on m'a donné le poste. Et alors, je souscris à ce que je dis, Marc, mais je vois dans mes clients et dans les personnes que je rencontre des DIRCOM qui sont assez militants, on va dire. Alors, est-ce que c'est militant courtisan ou est-ce que c'est militant, je crois en des idées et j'essaye de les appliquer au service d'une équipe politique. Je sais pas, mais je pense qu'il y a 50 nuances de DIRCOM possibles et pas forcément. Il y a peut-être 50 nuances de militantisme aussi. Ça dépend ce qu'on met derrière le mot. Je trouve excellente la formule 50 nuances de DIRCOM. Je pense que c'est exactement ça. Je ne vois aucun problème, a priori, à être militant ou être sympathisant, mais l'essentiel, c'est d'être professionnel avant tout. Le professionnalisme doit primer surtout.
Donc que l'on soit sympathisant ou militant. Peut-être que le fait d'être sympathisant ou militant, ça peut faciliter le dialogue avec l'élu, notamment si on rentre en contradiction sur certaines positions ou pas. Donc ça va aussi dépendre de l'autorité du DIRCOM et de la capacité de l'élu à être ouvert aussi à la critique et à l'échange. Mais la com, c'est un métier. C'est pas moi qui le dis, mais je le répète souvent. Et le professionnalisme avant tout. Et je vais vous donner encore une illustration perso. C'est que j'ai été recruté par un élu d'un parti politique qui était plutôt réputé comme sectaire à l'époque. Et j'étais pour être son directeur de cabinet et de la communication. Oui, d'un élu, j'ai bien dit. Une collectivité territoriale, une ville de l'Île-de-France classée 40 000 habitants. Et il se trouve que je n'étais pas membre de ce parti politique. Ça ne s'est pas présenté dans la conversation et l'entretien de recrutement et j'ai été recruté. Et en fait, j'ai bossé plus de 7 ans dans cette collectivité, mais les premiers mois aux premières années, en fait, j'étais effrayé à l'idée que le maire apprenne un jour, d'une façon ou d'une autre, que je ne faisais pas partie de son parti politique. Mais en fait, il m'avait recruté alors mes qualités professionnelles, c'est un peu prétentieux parce que j'étais tellement jeune que j'en avais pas beaucoup et j'ai commencé à me former à ses côtés. Mais voilà, c'était quand même la personne et le travail que j'apportais qu'il avait recruté et non pas l'étiquette politique, même s'il était issu d'un mouvement qui pouvait paraître sectaire. Je veux pas polémiquer, mais je réinsiste sur ma réticence à ce côté militant. Alors, peut-être que je mets derrière le mot militant des choses assez négatives, mais en tous les cas, moi, je vois quelque chose de l'ordre d'un certain bornage intellectuel et d'une certaine incapacité à accepter qu'on puisse, une fois de plus, je prends la même expression, voir le monde différemment. Et on va réagir à tort, à raison. Si t'es pas avec nous, tu es contre nous. Voilà, il y a une dichotomie et un clivage qui va être assez automatique, et je pense que ça, c'est totalement à l'opposé du professionnalisme d'un communicant. Une fois de plus, je le disais tout à l'heure, le communicant, il n'est pas là pour dire qui a raison, qui a tort, il est là pour faire remonter un certain nombre d'avis et faire en sorte que ces différents avis puissent se rencontrer, puissent créer quelque part des échanges et un dialogue. Voilà. Et à chaque fois que je croise des militants sur les réseaux sociaux ou autres, et quel que soit d'ailleurs le parti, pour moi, enfin le dialogue est quasiment impossible puisqu'il y a immédiatement quelque chose de l'ordre de tu n'es pas avec nous, donc tu es contre nous. Non, parce qu'il y a aucune polémique, parce que t'es revenu sur ce que je disais, c'est le professionnalisme avant tout. Alors c'est vrai que c'est plus facile si on n'est pas éventuellement pas militant, mais c'est le professionnalisme avant tout. Je l'illustre d'une autre façon. J'ai bossé pour des élus dont j'étais proche politiquement, même si j'avais pas forcément la carte du mouvement. Et par exemple, je m'interdisais. À l'époque, la législation était moins stricte qu'aujourd'hui, puisque j'étais le directeur de cabinet et le directeur de la com. C'était pas par prétention ou par posture, mais c'était vraiment pour pas qu'il y ait de mélange des genres et de confusion ou d'illisibilité sur mon rôle. Je m'interdisais d'aller faire des collages d'affiches la nuit ou d'aller faire des distributions de tracts dans la journée sur les marchés, parce que sinon, j'aurais pu paraître plus comme le militant que comme le professionnel que j'étais. Donc, j'aidais à la campagne de façon invisible, en tout cas, au moins du public, mais aussi par rapport aux militants. Je voulais pas qu'il y ait un mélange des gens et je voulais rester dans ma fonction professionnelle. Mais c'est vraiment la question, c'est le professionnalisme avant tout. On est professionnel et on est le mot courtisan est vraiment excellent parce que le plus antiprofessionnel qui puisse être, c'est d'être courtisan. J'ai eu la même expérience que toi, Fred, sauf que je n'avais pas de carte de parti et je l'ai dit. Oui, il y a des DIRCOM qui sont plus politiques que d'autres, il y a des DIRCOM qui sont plus techniques. C'est pour ça que je parlais de nuances, et on peut placer le curseur là où on veut. Moi, j'ai travaillé pour des gens dont je partageais pas forcément les idées politiques, mais pour lesquels j'avais une loyauté. Et tout en gardant effectivement en tête ce qu'ils faisaient pour les gens et ce que les gens percevaient aussi des actions qui étaient faites pour eux, qu'on est professionnel, qu'on soit militant ou pas, c'est ça qui compte. On est donc 3 à l'avoir dit en fait. Je suis pas le seul. Marc l'a dit juste avant aussi. Tous les 3 sur ce mot qui est clé à mon avis. Ouais, c'est clair. Eh ben écoutez, alors messieurs, on va se quitter là-dessus. Sur ce côté évidemment professionnel, je vous avoue que vous savez à quoi vous m'avez fait penser? Au début, je vous ai dit que vous étiez entre le marteau et l'enclume. Et vous me faites penser à des fous du roi, entre guillemets. Je suis désolé pour l'image, mais vous l'avez comprise. À des gens courageux. En ce sens que, bon, qu'on soit militant, qu'on ne le soit pas, qu'on soit sympathisant, appelons ça comme on l'entend, ça me paraît très, très, très difficile dans un monde que je vois, moi, depuis ma télé, et alors évidemment local, dans le 17e arrondissement, je connais évidemment tout le monde à la mairie, mais il y a une chose qui me paraît évidente, c'est que je vous trouve tous les 3 extrêmement courageux,
mais vraiment je pèse mes mots et je souligne ce mot, courageux, parce que c'est souvent ce qu'on dit au café du coin, les politiques, ils manquent de courage, ils n'ont pas de... Et je trouve au contraire que vous êtes extrêmement courageux, parce que dans vos expériences, eh bien vous avez su travailler avec des gens qui n'étaient pas nécessairement de votre obédience, de votre bord. Vous avez su leur dire des choses peut-être qu'ils n'avaient pas nécessairement envie d'entendre. Peut-être qu'ils vous ont justement pris, entre guillemets, pour ce fameux fou du roi. Peut-être qu'ils vous ont pris aussi pour ces contradicteurs dont ils avaient tant besoin pour justement essayer de ne pas être hors sol. Donc je dis bravo, et si en plus vous rajoutez vos qualités de communicant, eh bien je le dis, vous avez été des tueurs en série les gars, je vous dis bravo, la France compte sur vous. Merci. Alors, tueur en série, je ne vais pas forcément le mettre sur mon CV. Hein. Alors, c'est parce que je m'appelle Laurent François comme Guy Georges et Émile Louis. Bon bref, c'est de très mauvais goût, pardonnez-moi. Bon, là, chères auditrices, chers auditeurs, quand on entend 3 mousquetaires, des épées, j'allais dire, de la communication publique, mais surtout de la communication tout court. Qu'est-ce qu'on fait? On met 5 étoiles sur Apple Podcast, on met 5 étoiles sur Spotify, on met un commentaire sympathique et dithyrambique, on partage sur les réseaux sociaux. Et au-delà de la plaisanterie, évidemment, vis-à-vis du très mauvais mot du tueur en série, je tiens à vous remercier, Franck, Marc et Fred. Vous avez été vraiment au top. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on se refasse un décodeur hors série un petit peu comme celui-là, mais la question sera la suivante. La communication publique sert-elle à quelque chose? Oh, j'ai la réponse. Je sais, Marc, je t'ai piqué la thématique exprès. Je le fais. Est-ce que ça vous tente de revenir pour cette question? Je pense qu'on a tous les 3 une réponse, oui. J'ai peur qu'on ait la même. Alors ça, ce serait bien embêtant. Alors, il faut pas spoiler ce qu'on va dire, hein. Alors, vous ne dites rien, donc je vous invite à revenir, messieurs, vous êtes évidemment les bienvenus. Ce qui serait pas mal, c'est qu'on ait au moins une femme avec nous, parce que ça fait un peu gentleman club, très peu pour moi, je vous l'avoue. Si vous avez, et on se le dira hors antenne évidemment, des noms de femmes pour venir dans ce podcast, ce sera évidemment avec très 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 grand plaisir que je la ou les accueillerai, histoire de répondre à cette épineuse question. La communication publique sert-elle à quelque chose? Bref, les jeunes, je vous embrasse, vous avez été au top. Merci Franck. Merci, et bien sûr qu'il y aura des femmes. D'ailleurs, sache que le métier de DIRCOM du public est plutôt féminin. Ça, c'est une bonne nouvelle. Merci à toi, Fred. Merci à toi pour l'initiative et à Franck et à Marc pour ces échanges intéressants. Et merci à toi, Marc. J'ai dit tout ça par ordre alphabétique. Merci, tu as été au top comme à l'habitude. Oh, mais tout le monde a été au top, et toi aussi, Laurent. Oh merci, écoutez, moi je n'ai strictement rien fait, j'étais en train de boire mon thé pendant que vous parliez. Non, je plaisante. En tout cas, c'était un épisode fantastique. Je tiens à vous remercier tous les 3, vous avez vraiment été, j'allais dire des tueurs en série. Ah pardon, l'habitude. Non, vous avez vraiment été formidables les gars. On arrête les salam alek, on arrête de se cirer les pompes et on se dit à très très vite pour cet épisode hors série avec des femmes, entre autres, et avec vous messieurs, la communication publique sert-elle à quelque chose? Oh là là, quel roi du teaser, on voit bien que je suis un abominable publicitaire. Allez, je vous embrasse. Ciao ciao.